Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous regardez La Santé Surtout, l'émission qui répond à vos questions santé. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire dès maintenant à maquestion@lasantésurtout.com. Et pour y répondre, je vous présente nos invités, nos spécialistes. Les voici, les voilà. Et on commence avec vous, professeur Alain Toledano. Bonjour. Bonjour. On est vraiment super enchantés que vous soyez là. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. Merci. Vous êtes cancérologue et radiothérapeute et vous êtes le président fondateur de l'Institut Raphaël. Oui, exactement. J'ai tout bon jusqu'ici? Parfait. Alors on enchaîne avec le docteur Rana Saad. Bonjour. Bonjour Jessica. Vous êtes ophtalmologue, spécialiste en chirurgie de la paupière et de la rétine à l'hôpital Foch, notamment. Bienvenue. Merci. Le docteur Hubert Bétinger est avec nous. Bonjour docteur Bétinger. Vous êtes médecin généraliste à Paris, médecin urgentiste aussi. C'est ça. On peut vous voir de jour comme de nuit, à tout moment. À tout moment, 4h/24. Et le docteur Bruno Okendo est avec nous, le gériatre. Bonjour Jessica. Le gériatre, tout simplement parce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai envie de dire, attention, 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, c'est incroyable. Bravo. Vous avez fêté ça, il paraît. Ah bah oui, il faut fêter et en tout cas dire merci à chacun d'entre eux. Et puis vous êtes l'auteur aussi de ce livre que j'adore, franchement, j'en parle à tout le monde, vraiment. Mes parents vieillissent aux éditions Vuibert avec énormément de conseils, tout ce qu'il faut savoir pour accompagner un proche âgé au quotidien et vieillir en bonne santé. On n'y pense pas encore forcément tout de suite, mais ça arrive vite et puis surtout, il faut s'y préparer. Vous êtes gériatre à Ivry, à l'hôpital Charles-Foix. Exactement. Est-ce que vous êtes tous prêts pour répondre à nos questions, aux questions de nos téléspectateurs ? Allons. Bah oui, prêt. Vous êtes prêts? Alors, on va accueillir les questions dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle, professeur Toledano, de cette initiative absolument formidable, la distribution gratuite de bonnets, des bonnets aux couleurs des clubs de foot. Pas de jaloux, à peu près tous les clubs de Ligue 1 et même de Ligue 2 sont représentés. Ces bonnets sont offerts aux supporters qui sont atteints d'un cancer, c'est ça. Vous allez nous les montrer. Je sais que vous les cachez, vous les gardez au chaud, c'est ça? Non, pas du tout. Voilà, maintenant je les dévoile. Alors ça, c'est votre club. Voilà, exactement. Vous n'avez pas choisi le PSG par hasard? Non, mon club de cœur et puis le club qui a récemment battu mon club de cœur. Ah, ça c'est classe de votre part. Ça exactement. c'est élégant, c'est très fair-play. Mais au-delà de ça, c'est important de valoriser l'initiative qu'on a eue avec la Ligue de football professionnel parce que les organisations de sport font de l'événement, créent de l'événement. Mais on sait que le sport promeut la santé, une meilleure santé, et le sport peut être solidaire. Et donc aujourd'hui, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sont administrés par la Ligue de football professionnel. Et on a décidé de se pencher sur le fait que supporter, c'est pas simplement encourager un club. On peut supporter plein de choses. Il y a plein de supporters qui sont pas dans les tribunes parce qu'ils vivent des maladies compliquées. Et pour la journée de solidarité du cancer, le 4 février, alors à l'effigie de chaque club, ont été produits ces bonnets solidaires. Ils ont été offerts gracieusement. Exactement, ce n'est pas des bonnets qui sont vendus. Et l'initiative, c'est pour arriver à travailler sur les systèmes solidaires, parce que le repli sur soi et l'isolement, ce n'est pas bon pour la santé, et qu'on a tous une action qui peut aider l'autre. Et donc c'est une formidable initiative d'altérité, et je remercie la Ligue de foot professionnelle. Et bravo à vous, parce qu'il y a une vraie philosophie effectivement derrière ces bonnets, un vrai message de soutien et de solidarité. Bravo. Vous restez bien sûr avec nous, on va avoir des petites questions pour vous dans un instant. Mais là, on commence avec vous, le gériatre. Bruno Okendo, c'est Violette, sa 50 ans de Périgueux, qui vous écrit et elle vous dit « Faut-il donner systématiquement des compléments alimentaires aux seniors ?» Alors c'est une bonne question. Normalement, en fait, les compléments alimentaires, on va les donner pour résoudre une carence. Et donc, il ne faut pas les donner, en fait, pour tout. Notamment, par exemple, les vitamines B et les vitamines C, lorsqu'on en donne trop, la partie qu'on a donnée en trop, elle est éliminée. Et puis après, je mettrais quand même un petit bémol, c'est sur la vitamine D, notamment chez nos personnes âgées qui ont perdu en autonomie. Parce que dans ce cas-là, justement, ce sont des personnes qui sont au domicile, qui ne sortent pas forcément à l'extérieur, et la vitamine D, elle est synthétisée grâce à l'exposition du soleil. Et donc, ce sera des gens qui seront carencés au long cours et justement les supplémentaires en vitamine D est alors une bonne idée.
Très bien, merci beaucoup Dr Oquendo. Dr Hubert Bettinger, Thomas, 31 ans de Pontoise, je souffre de migraine depuis plusieurs années. Comment faire la différence entre une migraine classique et un mal de tête plus préoccupant? Ça c'est une vraie bonne question qu'on peut tous se poser en fait. Oui, bien sûr. Alors, les patients migraineux en général connaissent leur migraine et connaissent leurs maux de tête. Donc ils savent en général les reconnaître. Ce qui caractérise une migraine, c'est une douleur qui est latéralisée d'un côté ou d'un autre, pulsatile, c'est-à-dire c'est comme s'il y a quelque chose qui battait à l'intérieur de la tête, qui peut être associé à des nausées ou une gêne quand on regarde la lumière ou à certains bruits. Elle s'accompagne jamais d'autres symptômes plus graves comme de la fièvre ou des déficits neurologiques, bien que parfois on puisse avoir des symptômes qui précèdent les migraines, ce qu'on appelle les migraines avec aura, mais en général c'est des flashs lumineux ou des petits fourmillements dans les mains, mais jamais plus. Là où il faut consulter pour les patients migraineux, c'est si les crises de migraine deviennent trop fréquentes ou sont trop invalidantes. Dans ce cas-là, avec le médecin, vous pourrez voir pour instaurer un traitement de crise, voir quel est le médicament le plus efficace à prendre dès l'apparition des symptômes, ou si jamais ça ne suffit pas, pour instaurer ce qu'on appelle un traitement de fond, c'est-à-dire un traitement à prendre au quotidien pour éviter que ces douleurs, que ces maux de tête surviennent. Après, si les patients migraineux ressentent des douleurs qui ne sont pas habituelles, qui ne reconnaissent pas leurs douleurs habituelles, dans ce cas-là, il faut consulter directement leur médecin pour faire le point parce que c'est a priori pas une migraine. Pareil pour toute la population générale, d'ailleurs, que ce soit migraineux ou pas migraineux, en général, des maux de tête qui sont inhabituels, qu'on ne reconnaît pas et qui perdurent un peu ou qui sont associés avec d'autres symptômes, doivent être un motif pour consulter votre médecin. Alors j'en profite parce qu'on a une ophtalmologue sur le plateau. Problème de vue et migraine, ça peut être lié aussi parfois. Alors très souvent, on a des migraines avec aura, et les auras, c'est des auras ophtalmiques. Donc un scotome, ce qu'on appelle le scotome, c'est une sorte de tache lumineuse qui peut venir troubler la vision et qui précède souvent la migraine, et ensuite on a le phénomène de migraine qui apparaît. Et malheureusement pour l'aura, on n'a pas de traitement, donc il faut juste savoir que c'est un phénomène naturel qui va s'estomper tout seul et prendre son mal en patience. Ça dure quelques minutes avant d'avoir la migraine. Restez avec nous, Dr Saad, puisque cette question est pour vous. Elle est posée par Jean, 64 ans de Guingamp. Qu'est-ce que la cataracte et à quel moment faut-il envisager l'opération ? Alors, la cataracte, c'est un phénomène qui est naturel de vieillissement, donc peut-être qu'on en parle dans le livre, de vieillissement du cristallin. Le cristallin, c'est une lentille transparente à l'intérieur de l'œil, et ce cristallin donc, va perdre sa transparence avec l'âge, ce qui va entraîner une baisse de vision progressive. Et arrivé vers l'âge de 60-70 ans, en général, on opère les patients donc, pour leur permettre de retrouver une meilleure qualité de vie, une meilleure vision. Les premiers signes, ce serait au départ plutôt une photophobie, donc une gêne à la lumière, une gêne à la conduite la nuit. Et petit à petit, ensuite, s'installe la baisse de vision de façon très très lente sur quelques années. Il ne faut pas opérer trop tôt, je crois savoir. Alors il faut surtout opérer quand les patients ont vraiment une gêne par rapport à la qualité de vie. Ce qui compte, c'est le ressenti. On peut être à 8 dixièmes et avoir une qualité de vie parfaite. Et aussi être à 9 dixièmes et par contre être très gêné. Donc ce qui compte, c'est le ressenti du patient avant tout. Et c'est une opération une bonne fois pour toutes ou il faut renouveler tous les 10-15 ans ? C'est une bonne fois pour toutes. Ah, c'est génial alors. Un œil, en général, on fait une opération pour un œil, puis l'autre œil dans un deuxième temps. Et ensuite, on a la vie qui est en général transformée. Complètement. Et c'est assez rapide en plus. Voilà, une récupération très rapide en quelques jours. On récupère une acuité visuelle à 10 dixièmes. Et on retrouve une deuxième jeunesse. C'est fabuleux. C'est magique. C'est assez magique, ouais, c'est vrai. Vous le savez sans doute, ce mois de mars est dédié à la sensibilisation au cancer colorectal notamment. On va donc parler du cancer du côlon qui compte chaque année 43 000 nouveaux cas, tous sexes confondus. Professeur Toledano, je le rappelle, vous êtes oncologue et radiothérapeute. Alors vous êtes bien sûr une personnalité incontournable dans le domaine médical. Vous voyez ces patients qui souffrent d'un cancer du côlon et on dit en ce moment de plus en plus que les patients sont de plus en plus jeunes. Est-ce que vous constatez ça dans votre pratique ? Oui, mais d'abord le premier message, c'est de dire on est content dans la société qu'on parle du cancer en parlant de dépistage, parce qu'on va diagnostiquer plus tôt et guérir de plus en plus. Et ça, c'est important. Et il n'y a pas que le cancer du sein, le cancer de prostate à son mois de novembre et le cancer du côlon son mois de mars. Donc la société s'ouvre et la conscience collective, je trouve, avance plutôt positivement. Ensuite, le deuxième message, c'est de dire que 40% des cancers sont évitables. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité et le surpoids. Donc on en fait la promotion du sport, parce que le sport non seulement diminue le risque d'avoir un cancer, mais aussi diminue le risque de rechuter quand on a eu un cancer. Alors effectivement, il y a des facteurs de risque nouvellement apparus,
que ce soit la pollution, les perturbateurs endocriniens. Et depuis quelques années, on travaille aussi sur la flore intestinale, le microbiote. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certaines bactéries qui pouvaient prédisposer à faire émerger un cancer ou à faire en sorte que des polypes qu'on a ou pas dans l'intestin se cancérisent. En tout cas, rappelons que le dépistage est important entre 50 et 74 ans et que si on diagnostique tôt, c'est plus de 90% de guérison complète. Donc sensibiliser, c'est la première chose à faire. Il y a des familles à risque, mais tout le monde peut avoir un cancer du côlon, donc parlez-en à votre médecin. Parfait, alors ça tombe bien, on a une question de Boris, 58 ans, Fontainebleau. Qu'est-ce qui augmente les risques de développer un cancer du côlon? Alors, on a dit, comme tous les cancers, alcool, tabac, sédentarité, surpoids, il faut le dire parce que c'est des facteurs comportementaux et des facteurs environnementaux sur lesquels on ne peut pas agir. C'est difficile à titre individuel de générer moins de pollution, quoique chacun a un effort à faire. Maintenant, vous n'avez pas de facteurs... La viande rouge, non? Alors, ça dépend de la quantité de viande que vous consommez et ça dépend du type de viande que vous consommez. Mais si on mange équilibré de tout et des bons produits, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de faire peur à la population. Mangez équilibré, faites du sport et globalement, vous écarterez la majorité des risques. Très bien, vous êtes hyper rassurant. C'est vrai, hein, vous avez remarqué? Alors, l'oncologie, c'est aussi, comme la médecine en général, gérer l'incertitude en gardant l'espoir. Et aujourd'hui, on a des sources d'espoir parce que les innovations thérapeutiques, parce qu'on connaît mieux les cancers dans leur biologie, parce qu'on a des traitements actifs. Et maintenant, on est aidé par tous les nouveaux outils, l'intelligence artificielle. C'est ce qui fait qu'on guérit des gens aujourd'hui, qu'on ne guérissait pas avant. Donc il y a une raison pour cet espoir. Encore une question autour du cancer du côlon. Christophe, 52 ans, de Draguignan. Il nous dit quand, à partir de quel âge doit-on se faire dépister et comment ça se passe en pratique, le test? En pratique, alors on conseille à toute la population entre 50 ans et 74 ans d'en parler à son médecin. Il y a des kits de dépistage où c'est un examen des selles. C'est des kits où on va détecter ce qu'on appelle l'hémoglobine, ce qui est dans le sang, et qui va nous permettre de dire, tiens donc, il va falloir aller regarder dans le côlon pour voir si on va trouver un polype. La majorité des polypes sont bénins, mais il existe des polypes qui peuvent se cancériser, et donc en les enlevant, dépistant tôt, ça ne pose pas de problème pour la qualité de vie et pour la vie en général. Donc ce petit test, on le fait tout seul, chez soi, tranquille, à la maison. Exactement, il y a un kit, c'est bien expliqué, il y a des programmes de dépistage en France gratuits et bien organisés. Ensuite, il est vrai qu'il existe des familles à risque. Alors, il y a de plus en plus de cancers chez des gens jeunes et les familles à risque sont prédisposées au cancer. Alors, pour certaines familles, c'est beaucoup de cancers digestifs, pour d'autres, c'est des cancers du sein, de l'ovaire ou de la prostate. En tout cas, on a tendance à raccourcir le délai, à commencer plus précocement, par exemple 5 ans avant le cas index de celui dans la famille qui était le plus jeune, on commence à avoir une surveillance spécifique. Mais là, on sort du cadre du dépistage pour tous et on est sur ce qu'on appelle le dépistage individuel. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces réponses sur le cancer du côlon. Vous aviez des questions ? Vous êtes trop jeune encore pour faire le test si vous n'avez pas d'antécédents familiaux. Moi, j'avais peut-être une question sur l'alimentation, parce que donc, on parle de la viande, c'est vrai, mais les aliments ultra transformés, ça par contre, c'est déconseillé. Exactement, on a montré qu'il y avait un sur-risque de cancer en général, pas que digestif, avec l'alimentation ultra transformée. On montre aussi que les régimes pauvres en fibres, très gras, enfin, tout ce qui est un peu l'alimentation occidentale que maintenant chacun commence à comprendre. Il faut savoir que les cardiologues ont montré, puisque 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, que déjà manger correctement et faire du sport, ça servait à diminuer les risques de problèmes cardiovasculaires. Et bien finalement, toutes les maladies chroniques, c'est 24 millions de Français, c'est à peu près les mêmes facteurs et les mêmes comportements. Donc on peut manger de tout, mais de façon équilibrée. Et puis c'est pour ça qu'il y a le médecin pour la maladie, mais il y a tous ces nouveaux acteurs de la prévention qu'il faut intégrer dans nos parcours. Bien sûr. À tout moment, vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions à maquestion@lasantésurtout.com. Une question pour vous, Dr Bétinger. Charlotte, 27 ans de Bordeaux. Je suis maman de 2 enfants, 8 mois et 3 ans. Et j'aimerais avoir des infos sur le syndrome pied-main-bouche. Comment le reconnaître et que faire ?
Alors, merci pour la question. Donc, le pied-main-bouche, c'est une infection bénigne, virale, qui touche les enfants en âge scolaire, périscolaire. En général, c'est les jeunes enfants. C'est dû à un virus de la famille des entérovirus qui va donner des lésions cutanées autour de la bouche, au niveau des mains, au niveau des pieds, mais pas exclusivement. On peut avoir également des boutons sur le ventre, à la racine des cuisses et également dans la bouche. C'est une infection qui est totalement bénigne, qui part spontanément en 7 à 10 jours, mais qui peut être compliquée à gérer chez les jeunes enfants notamment, parce que les lésions intrabuccales dans la bouche, un peu comme des aftes, vont donner des douleurs importantes et empêcher une alimentation ou une hydratation correcte. Donc en tout cas, si on suspecte un pied-main-bouche, il ne faut pas s'inquiéter. En général, les enfants ne présentent pas de symptômes généraux. Ils peuvent avoir un peu de fièvre au début, mais jamais de gros symptômes accompagnent en dehors des douleurs dans la bouche. Les mesures préconisées, si jamais votre enfant a un pied-main-bouche, c'est donner des antidouleurs comme du paracétamol par exemple, et donner des aliments mous pour permettre une alimentation sans avoir à mastiquer, qui peut être un peu douloureux quand on a des lésions dans la bouche, ou des aliments et des boissons froides qui permettent d'anesthésier. Voilà, rien de plus à faire. Il faut savoir que les adultes peuvent aussi attraper de manière un peu plus exceptionnelle le pied-main-bouche et ça donne exactement les mêmes symptômes. Parfait, clair, net, précis. Alors là, vraiment, bravo, docteur Bétinger. Une question pour vous, docteur Rana Saad. Thierry, 52 ans, de Brest. Quels sont les signes d'alerte du décollement de la rétine qui doivent faire consulter en urgence? Je le rappelle, vous êtes ophtalmologue, spécialiste en chirurgie de la paupière et de la rétine. Ça tombe bien. Alors, merci pour la question. Effectivement, c'est une maladie qui est très grave. Ça fait partie d'une des plus grandes urgences ophtalmologiques. Le décollement de rétine, c'est quelque chose qui est lié au vieillissement de l'œil, qui peut survenir vers l'âge de 50 ans. Donc, c'est un âge quand même qui est assez jeune. Tout est relatif quand même, mais vers l'âge de 50-60 ans, on peut quand même avoir un décollement de rétine. Et les signes d'alerte vont être la présence de nombreux corps flottants. C'est surtout l'apparition brutale et différente des corps flottants qu'on peut avoir habituellement. Parce que c'est assez courant d'avoir des corps flottants, mais si d'un coup on a une nuée, un gros nuage de corps flottants, c'est un signe d'alerte, et également la présence d'éclairs lumineux, donc comme des flashs parfois, comme peuvent décrire les patients. Et ensuite, on peut avoir l'apparition d'un voile, d'un rideau qui va apparaître et qui correspond à la rétine décollée, qui va progresser de la périphérie vers le centre. Et dans ces cas-là, il faut consulter très rapidement, donc dans la journée, un ophtalmologue ou aller à des urgences ophtalmologiques. Et donc c'est une urgence chirurgicale, on opère très rapidement ces patients. Plus on opère tôt, et meilleure sera la récupération visuelle, donc d'où l'importance d'un diagnostic précoce. Et ça peut survenir comme ça, sans problème particulier à la base? La plupart du temps, ça survient spontanément. Parfois, on peut avoir des décollements de rétine post-traumatiques, mais le plus souvent, la grande majorité des décollements de rétine sont juste liés, on va dire, à pas de chance. Et ça survient uniquement avec l'âge. Et il y a un problème de décollement du vitré, qui est le gel en avant de la rétine, et donc qui va être la source en fait du décollement de rétine. Merci beaucoup, docteur Bruno Oquendo. Nadine, 69 ans, d'Albertville. Est-ce que toutes les personnes âgées finiront par avoir une maladie d'Alzheimer ou une autre démence? Alors non. Bon, ça fait un peu court comme réponse. Développez. Mais voilà, si derrière votre écran, ce n'est pas une fatalité, vous n'aurez pas la maladie d'Alzheimer ou une maladie associée, forcément. Voilà, si on peut développer un tout petit peu, c'est quand même qu'on dit que chez les plus de 65 ans, on est à peu près avec une prévalence de 7%. Et puis, lorsqu'on monte à plus de 85 ans, là, on monte à des prévalences qui sont plus importantes. La maladie d'Alzheimer, on est à 25%. Donc, ça veut dire un quart des personnes, en réalité, vont présenter une maladie d'Alzheimer ou associée. Par contre, ça veut dire que 75% d'entre eux ne présentent pas de ces maladies. Et donc, ça, c'est important de le voir. Ce n'est pas parce qu'il y a une maladie qui est présente fréquemment qu'on l'aura forcément. C'est même le contraire. Il y a quelques petits signes quand même qui peuvent nous mettre un peu sur la piste quelques années avant d'être vraiment diagnostiqués ou pas? Alors oui, en soi, on connaît bien les pertes de la mémoire, mais aussi on peut avoir des modifications du comportement. On peut surtout avoir des choses qu'on ne fait plus comme avant, une perte d'autonomie. On peut être aussi désorienté dans le temps et dans l'espace, ne plus reconnaître comme avant les personnes. Et donc ça va être des symptômes qui vont s'installer progressivement. En fait, la maladie d'Alzheimer, et notamment les maladies qui sont apparentées, ne s'installent pas tout d'un coup. C'est très progressif.
Encore une question pour vous, professeur Alain Toledano. Louise, 40 ans, Limoges. On entend de plus en plus parler de médecine, d'oncologie intégrative. De quoi s'agit-il exactement? Et ça, c'est vraiment votre sujet. C'est mon sujet, oui. Merci pour la question. Donc la médecine a été préemptée par le progrès technique et on est content d'avoir des chimiothérapies, des immunothérapies, de la radiothérapie. Mais la médecine, c'est toutes les connaissances et les moyens qu'on va mettre en œuvre pour soulager, prévenir, traiter des maladies, des blessures et des infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots, on soigne, et parfois avec des mots qu'on ne prononce pas, on fait du mal. Alors nous, on a besoin d'avancer en médecine, et on a créé 55 spécialités médicales. Il y en a 17 chez nos voisins, ils ne meurent pas plus tôt. Mais on crée des silos. Et non, maintenant, on a besoin de fédérer, on a besoin de rassembler. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé des thérapies complémentaires, des thérapies non médicamenteuses. Par exemple, on ne va pas guérir un cancer avec de la méditation, mais vous allez diminuer de 30% le taux d'anxiété et de dépression à 2 mois. On ne va pas guérir un cancer avec de l'acupuncture, mais vous diminuerez les bouffées de chaleur et ce qu'on appelle les neuropathies ou d'autres symptômes. Donc aujourd'hui, la médecine intégrative, c'est ce qu'il y a de mieux dans la médecine dite conventionnelle et prendre ce qu'il y a de mieux dans les médecines complémentaires et se recentrer sur le patient. Parce que quand on regarde aujourd'hui, eh bien notre médecine hospitalière et notre médecine en général, elle est centrée sur la maladie. Et on ne pourra pas continuer comme ça, affecter nos ressources exclusivement sur de la technologie. Et donc le projet de système de santé, le meilleur aujourd'hui, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et donc je dirais pour terminer qu'on parle de médecine intégrative, mais on parle aussi de santé intégrative, parce que la santé c'est quoi, Jessica? La santé n'est pas que l'absence de maladie, et la santé n'est pas que le silence des organes, mais la santé elle va se composer de la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale, environnementale. Donc intégrer toutes ces dimensions de la santé, repositionner le patient au centre, travailler sur des parcours en santé chez tous les patients atteints de maladies chroniques. Non seulement c'est un bénéfice pour la société sur le plan médico-économique, mais c'est un bénéfice pour la qualité de vie et la quantité de vie de nos patients. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs à l'Institut Raphaël, qui est juste incroyable, vraiment, que j'ai eu la chance de visiter, merci. Et vous prenez vraiment soin des patients, de vos patients, en proposant énormément d'activités. Exactement. Alors Raphaël, c'est l'ange de la guérison, et donc on va cohabiter des médecins et des acteurs paramédicaux, des sophrologues, des sexologues, des psychologues. On a 40 disciplines, 115 soignants. Et donc on va co-construire avec tous nos patients, qu'ils soient atteints de cancer ou de maladies chroniques, des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés et qui vont être orientés vers la nutrition, la gestion des émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et on offre gratuitement les soins aux patients, on les évalue, pour montrer que quand on s'occupe de quelqu'un globalement, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Et donc, on travaille sur cette santé intégrative pour tous, et on publie ces résultats pour arriver à ce que chacun soit porté par une autre vision de la santé. Non mais bravo, c'est vraiment fantastique. Je vous sens tous scotchés par le professeur Toledano et tout ce qu'il fait. Nos amis gériatres sont aussi des pionniers dans la prise en charge globale, parce qu'il y a plein de comorbidités chez les patients, parce que les médicaments donnent souvent des toxicités. Donc les pédiatres, comme les gériatres, ou d'autres médecins comme les cardiologues, qui sont des pionniers de la prévention. Et toutes nos disciplines vont un peu dans le même sens. Donc ce n'est pas la peine d'y aller chacun dans son coin. Il faut faire cause commune. On a besoin de nos médicaments, on a besoin de beaucoup d'autres choses et d'être organisé différemment. Je suis tout à fait d'accord. En fait, il faut vraiment qu'on se regroupe, qu'on aille chercher tous les talents et puis qu'ils soient mis au service du patient. Et puis également, c'est de se dire qu'un traitement, ce n'est pas un médicament seulement, ce n'est pas le médicament. Il y a beaucoup d'autres choses à côté. Bon, on aura sans doute l'occasion d'en reparler parce que c'est vraiment, vraiment passionnant. On termine cette émission avec une question pour vous, Dr Rana Saad. Julien, 33 ans, Avignon. La chirurgie des paupières est-elle seulement esthétique ou peut-elle également améliorer la vision ? Alors, contrairement à ce qu'on croit, les paupières, c'est pas que de l'esthétique. Les paupières, leur premier rôle, c'est de protéger l'œil. Si par exemple les paupières restent ouvertes chez un patient qui a une parésie faciale, on aura un risque au niveau de la cornée. Donc, elles ont vraiment un rôle protecteur et un rôle du coup dans la vision et dans le film lacrymal, donc dans la fabrication des larmes. Donc parfois, on est amené à opérer des patients pour des raisons fonctionnelles. Si les patients ont une amputation du champ visuel à cause des paupières,
ou si les paupières n'ont plus la position qu'elles avaient avant, à cause de l'âge par exemple, on est aussi amené à opérer ces patients pour ces raisons-là. Donc on a des chirurgies vraiment au-delà de la chirurgie esthétique pour beaucoup de chirurgies de paupières, et également des patients qui ont des carcinomes, dans des petits cancers de la peau, qui peuvent apparaître sur les paupières, de la même façon qu'ils apparaissent sur le reste de la peau. Donc il faut aussi protéger les paupières comme le reste de la peau du soleil, parce qu'elles sont aussi à risque par rapport aux UV. Bientôt notre quiz, mais d'abord encore une question pour vous deux messieurs. Docteur Bétinger, Sylvie, 48 ans de Brest. J'ai une amie qui a une insuffisance rénale et je me demandais si tout le monde pouvait se faire dépister et comment, de quelle façon. Une insuffisance rénale, donc c'est un dysfonctionnement du rein, le rein qui est un organe double qui permet de filtrer le sang, d'épurer en fait le sang. Et il a aussi une fonction de maintien de la tension artérielle, il rentre dans plein d'autres mécanismes du corps. Et avec l'âge ou avec certaines maladies, son fonctionnement peut se détériorer et on peut avoir une insuffisance rénale ou une maladie rénale, ça dépend des termes. Donc, normalement, une prise de sang et une analyse d'urine suffisent à détecter une maladie rénale. Maintenant, le dépistage n'est pas recommandé forcément pour tous et tout le temps. Pour les patients qui sont hypertendus, qui sont diabétiques, qui présentent des maladies auto-immunes ou qui sont sous médicaments qui sont toxiques pour les reins, évidemment qu'il faut faire des analyses régulières pour dépister ces maladies rénales. Pour la population générale en bonne santé jeune, ce n'est pas forcément utile. Maintenant, on peut toujours faire une prise de sang avec son médecin traitant pour voir s'il n'y a pas de problème au niveau du rein. Et puis ensuite, il y a aussi avec la médecine du travail qui propose régulièrement des dépistages avec les bandelettes urinaires. Ça permet de détecter des taux de protéines dans les urines et ça peut être aussi l'occasion de voir s'il n'y a pas un problème au niveau rénal et de consulter ensuite son médecin pour d'autres analyses. Et la dernière question, elle est pour vous, docteur Bruno Oquendo. Damien, 47 ans, Castres. Mon père a une ordonnance longue comme le bras. Est-ce que c'est dangereux? Ça dépend de la taille du bras. Parce que si jamais il y a un très très long bras, il y a beaucoup de médicaments. Bon, sans blague à part. En tout cas, on dit que la polymédication, c'est à partir de 5 médicaments. Alors après, il y a 5 médicaments par jour? plus de 5 médicaments par jour. Ah oui, voilà. ça Après, va vite il y a différentes alors. définitions, mais on dit globalement c'est plus de 5 médicaments par jour. Et plus on est vieux, plus on a de médicaments? Et plus on est âgé, plus effectivement on a de médicaments. Après, je vais vous poser une question que je pose assez souvent, c'est est-ce que vous utilisez les mêmes ordinateurs que dans les années 80 ? Bon, peut-être dans certains hôpitaux, mais... Personnellement, non, j'aime la Personnellement, modernité. Pareil, Ah, pas vraiment. En fait, on voit quand même les patients qui arrivent avec une ordonnance, avec des médicaments qui ont été prescrits il y a 40 ou 50 ans et nous disent surtout vous ne touchez pas à ce médicament. Par contre, c'est les mêmes qui vont changer d'ordinateur assez souvent. Mais il y a cet attachement aux médicaments. Et il faut voir, c'est comme la technologie a évolué, et bien en médecine, il y a eu des nouvelles recommandations. Et il y a eu des nouvelles études depuis 40 ou 50 ans, donc il faut remettre en cause les médicaments et voir si on ne peut pas faire mieux, comment est-ce qu'on peut changer, est-ce que c'est bien toléré selon l'âge. Et puis aussi, normalement, après 65 ans, il est recommandé de faire une révision d'ordonnance. Donc, on s'assoit, on regarde tous les traitements du patient, ligne par ligne, et on voit s'il faut garder ou pas, changer les posologies, etc., une fois par an. une fois par an. Et aussi pour veiller aux interactions, parfois il peut y en avoir. Alors, il peut y avoir des interactions médicamenteuses, en sachant que quand on est au-delà de 5 médicaments, eh bien, on a forcément quelques interactions médicamenteuses, mais en médecine, tout est un rapport de bénéfices et de risques. Moi, quand j'ouvre une ordonnance de mes patients, il y a tous les voyants qui sont en rouge, comme ça, interaction, interaction, interaction. Mais après, il va falloir juger derrière quels sont les bénéfices, quels sont les risques de chacun. Merci beaucoup, Dr Oquendo, et merci à vous tous pour vos réponses aux questions de nos téléspectateurs. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour notre quiz? Oui. Allons-y. Alors c'est parti. C'est parti pour notre quiz avec des questions insolites, on va dire, atypiques parfois, mais on apprend toujours plein de trucs. C'est parti pour la première question. Comment se nomme la peur de la fatigue? Donc on parle vraiment d'une phobie. 3 possibilités, pas facile à prononcer. La première, la catagélophobie. La deuxième, la choréphobie. Et la troisième, la copophobie. La peur de la fatigue. J'aurais dit la première. Pareil. Ouais, la première, elle a l'air... Catagélophobie. Le nom est tellement étrange que Ouais. ça sonne bien.
Ah, ça sonne bien. Vous êtes tous trompés. La bonne réponse, c'est la copophobie, la copo avec un K. Et effectivement, c'est la peur de l'épuisement physique, la perte d'énergie mentale. Et cette phobie existe bel et bien. Deuxième question. Une question maintenant sur les habitudes des Français et des Françaises en particulier. Quel est le pourcentage de femmes qui ne changent pas de petites culottes tous les jours? Je sens que ça vous amuse beaucoup. Concentrez-vous, vous avez quand même là aussi 3 possibilités. Il n'y a toujours rien à gagner, mais ça vaut le coup quand même de jouer chez vous aussi. 7%, 15% ou 34% le pourcentage de femmes qui ne changent pas de culottes tous les jours. On ne donnera pas de nom, rassurez-vous. J'ai envie de dire 34, mais ça me paraît beaucoup. Vous avez de drôles de fréquentations, docteur Bétinger, quand même. Je fréquente les 65 autres. Entre Alors 7 et 35%, à mon avis. Ah Alors Je dirais peut-être plutôt 35. Ah oui, vraiment. C'est souvent choquant ce genre de choses. On a des chiffres qui doivent marquer. Donc, Si on connaissait l'intimité de tout le monde, je pense qu'on serait surpris quand même. Docteur Saad, vous changez de culotte tous les jours, vous, on Dans en la est sûr. question, quel est le pourcentage d'hommes qui ne changent pas de culottes tous les jours? Alors celle-là, on l'aura dans un autre quiz. Bien vu. Bon alors, 7, 15 ou 34%. Sur 15, mais bon. Elle est un peu plus optimiste que vous quand même. J'aurais dit pareil, 15. 15. Et bien là aussi, mauvaise réponse. C'est 7%. Oh, Oh. 7%. déçu. c'est bien. Agréablement surpris, on peut le dire. Et la dernière question, quel est le pourcentage de Français qui se disent véganes? Véganes, on le rappelle, rien de la tête aux pieds, y compris dans ce qu'on ingère, qui provient bien sûr de sources animales. Pas d'œufs, pas de poisson, pas de viande, pas de cuir. Une petite idée d'un chiffre ou je vous donne des pistes? 5%. 1, 2. 2%. Alors ça se joue entre 2 à 3%, 7 à 8% ou 11 à 12% de Français véganes. Il y a même des restos véganes maintenant, c'est qu'il doit bien y en avoir quand même. 7, 8. 2, 3 ou 7, 8. Je vais répondre à la question précédente. Docteur Je dirais pas Bétinger. plus de 2, 3. Pas plus que de 3. Ouais. Docteur Saad. Peut-être 7, 8. C'est vrai que bon, après, ça dépend de. Enfin, à Paris ou en dehors. Enfin, à Paris, il y a quand même beaucoup de restaurants. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les chiffres ne sont pas les mêmes. Mais la bonne réponse, c'est 2 à 3%, effectivement. Et c'est en Île-de-France qu'on compte le plus de véganes. Merci à vous 4 pour votre participation à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez d'ailleurs continuer de nous envoyer vos questions à maquestion@lasantésurtout.com. Vous pouvez bien sûr regarder cette émission encore et encore tous les jours à 18h sur Top Santé TV. À bientôt. Merci Jessica. Merci Jessica. Et n'oubliez pas, la santé surtout.